Bonjour à tous. Merci à Joseph et Maëlle d'avoir si bien introduit le sujet. Donc moi, contrairement à eux, j'ai pas passé autant de temps à construire des contenus ou un produit pour faire la promotion de mon activité et la scaler. Moi, j'ai capitalisé sur mon réseau, donc je pense que ici, tout le monde est capable de le faire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai pu utiliser mon réseau pour parvenir aux objectifs que je m'étais fixés quand je me suis lancée en freelance. Donc, je suis consultant en stratégie social media. Je suis freelance à 100% depuis début 2018, donc ce qui est assez récent. Ce qui m'a motivée à me lancer, c'était l'envie de maîtriser mieux mes horaires de travail, de pouvoir travailler un peu de n'importe où, de choisir mes sujets, mes clients, les personnes avec qui je travaillais. J'avais notamment envie d'avoir des projets avec un peu plus de visibilité sur l'impact des actions que je testais, donc sur le ROI, quelque chose qui était un peu plus opaque quand je travaillais pour des grandes marques au sein d'agences de communication. J'ai décidé que le statut de freelance me correspondait pour toutes ces raisons. Je me suis fixé l'objectif, quand je me suis lancée, de trouver le client qui allait me permettre d'avoir un revenu sécurisé tous les mois. Et puis l'idée, c'était à côté de faire de la stratégie sur des choses un peu plus ponctuelles pour toucher à des sujets super variés voir différentes industries, pas forcément être uniquement sur des missions social media. Je me suis dit que j'allais capitaliser sur mon réseau en ayant bien en tête que mon réseau, il fallait que je lui parle et que je l'éduque à ce que j'avais envie de faire pour recevoir les bonnes opportunités en fait. Parce que le réseau, il ne devine pas que j'ai décidé de devenir freelance, il ne devine pas que j'ai envie d'avoir tel type de mission ou plutôt qu'une autre. Donc le seul problème que j'avais, c'était que je n'étais pas super à l'aise de me mettre en avant en tant que Marie Robin. Donc la schizophrénie de Maëlle, moi, c'était l'inverse. J'avais du mal à communiquer sur Marie Robin. J'ai trouvé une parade. J'ai créé une façade qui me permettait de communiquer sur mes offres, les missions que je pouvais, auxquelles je pouvais répondre, avec la façade qui ressemblait un peu peut-être à une agence de communication finalement, sauf que derrière avec moi. J'ai fait une jolie vitrine qui s'adressait à mon public cible parce que j'avais décidé de m'attaquer au commerce de proximité. J'ai décidé que c'était un public intéressant parce que c'est un public pour qui chaque euro compte. Et donc, ça répondait à cette envie que j'avais de faire des missions qui avaient un vrai impact business pour mes clients. Donc, c'était des personnes sans concession qui n'allaient pas se laisser avoir par des beaux discours et des paillettes. J'ai décidé d'avoir cette approche. J'ai développé mon site internet, des contenus de blog, j'ai développé une page Facebook, un compte Twitter, j'avais les bons mots-clés sur le retail, sur tout ce qui concerne la communication quand on est un commerce de proximité, de sorte que mon objectif, c'était d'être découverte par des personnes qui feraient des recherches sur ce sujet. Et au final, mon premier client, je ne l'ai pas eu grâce à ces quelques efforts que j'ai déployés, mais grâce à une amie à qui j'avais envoyé mon site à sa création, comme je l'ai fait à tout mon réseau, parce qu'elle était community manager en freelance et elle a été approchée par une épicerie fine et n'avait pas le temps de répondre à leurs besoins. Et donc, comme elle avait bien en tête que moi, je m'étais positionnée sur ce sujet précisément, elle m'a fait une passe. J'en étais ravie parce que c'était un client parfait pour moi qui mêlait à la fois des problématiques e-commerce et commerce de proximité et sur un sujet alimentaire qui me plaisait tout particulièrement. Donc j'avais déniché mon premier client avant la fin de mes droits à Pôle emploi, ce qui était une petite victoire. Voilà. Donc quand j'ai fait un bilan à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais réussi à décrocher 2 clients réguliers par mon réseau, uniquement par mon réseau, et non pas grâce aux quelques contenus que j'avais pu créer en tant que signal local. Donc finalement, le réseau a permis d'avoir des résultats rapides et efficaces grâce au bouche à oreille. Ça m'a permis de rapidement avoir ce dont j'avais besoin pour vivre tous les mois et me payer. Donc ça, c'était une bonne nouvelle.
ma vitrine en ligne, elle m'a quand même servi parce que du coup, j'avais une façon sympathique de marketer mon offre. Dès que je rencontrais un prospect, j'avais voilà, regardez mon site internet, ce que je sais faire. Je peux faire un site internet comme celui-ci sur Squarespace pour pas cher, parce que je suis pas développeur non plus, ni designer. Je peux vous aider à faire des choses dans la débrouille, etc. Donc au final, ce genre de client était très demandeur, mais pas forcément quand il s'agissait de payer un taux jour délirant. Donc moi, de toute façon, je manquais encore un peu de confiance en moi. Je me suis adaptée à ces clients qui voulaient plutôt des tarifications au forfait parce qu'ils disaient, bon, bah, je m'engage à travailler avec vous pour 1 an, donc est-ce qu'on peut s'arranger? Et moi, je disais oui. Donc au final, mon tarif journalier, il était un peu en deçà de ce que j'aurais pu proposer en me lançant sur des missions plus rémunératrices en stratégie social media. J'avais beaucoup de temps à consacrer à ces clients qui étaient très chronophages parce qu'il fallait faire de la pédagogie, parce qu'il fallait tout expliquer, parce que finalement l'opérationnel, c'est beaucoup de temps consacré au quotidien à 1 ou 2 sujets. Et donc j'avais peu de temps pour faire mon sujet de prédilection, qui était répondre à des briefs sur des stratégies en social media de façon plus ponctuelle. Donc ça, c'était le petit problème que j'ai identifié. Puis un autre problème, c'est que je me trouvais quand même un peu trop dépendante de ces 2 clients réguliers qui, s'ils me lâchaient du jour au lendemain, si je tombais malade ou si je décidais de partir en vacances et qu'entre-temps, il y avait un freelance super talentueux qui se positionnait et qui me piquait mon client, j'étais bien embêtée. Donc il y avait cette problématique-là qui m'inquiétait quand même un peu. Et puis, je me disais aussi, je travaille seule, j'interagis peu avec d'autres profils, je ne suis pas trop challengée parce que je suis un peu dans une zone de confort avec des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à ce que je fais. Donc, je ne veux pas perdre en créativité, je ne veux pas perdre en compétitivité, en performance. Donc, finalement, la dynamique de groupe me manquait un peu. Et là, j'ai renoué des contacts avec d'anciennes collègues qui s'étaient lancées en freelance comme moi, en freelance spécialisée social media, donc Louise et Leïla. Et donc, en discutant avec Leïla, en discutant avec Louise, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes inquiétudes, les mêmes problématiques, mais aussi les mêmes envies, des complémentarités. Moi, j'ai fait une école de commerce, Leïla avait fait une école de journaliste, Louise avait un profil avec plein d'expérience en RP. Et finalement, tout ça, ça se rejoignait régulièrement sur les sujets qui nous étaient confiés. Donc en fait, on a pu commencer à mettre en commun des opportunités. C'est-à-dire que si je n'étais pas disponible pour une mission pour laquelle on me contactait, ou si je ne me sentais pas à l'aise parce que ce n'était pas mon domaine, je pouvais la proposer à Leïla ou à Louise. On a pu faire des brainstorming au moment de présenter une recommandation, un concept à un client, échanger des idées, se challenger un peu justement pour parvenir à des concepts sur lesquels on était parfaitement à l'aise et plus en confiance au moment de les vendre. On a pu se conseiller mutuellement. Par exemple, Leïla est community manager et en parallèle a un studio de podcast. Donc elle produit des podcasts et moi, je suis sur une recommandation stratégique pour un client. Je m'étais dit, j'aimerais lui proposer un podcast. Donc je ne sais pas combien ça coûte à produire, ce que ça implique, on en a parlé. Et en parallèle, elle avait un client qui lui demandait de gérer une campagne de LinkedIn Ads. Et moi, j'en avais déjà fait, donc je lui ai montré l'interface et je lui ai expliqué comment la prendre en main. C'était du donnant-donnant qui s'est fait très naturellement. Hein. Ce n'était pas une comptabilisation de « tu me dois quelque chose », c'était vraiment avec plaisir. Et donc, ça nous a sorti un peu de ce côté l'isolement du freelance. On a remporté nos premiers briefs en proposant un tandem stratégie et community management, donc soit Louise et Leïla, soit Leïla et moi. Et en fait, ce tandem-là qu'on proposait aux agences, il marchait super bien parce que ça leur sortait l'épine du pied de trouver les bonnes personnes pour les accompagner quand elles n'avaient pas ce genre de compétences en interne. Donc très rapidement, Leïla, elle a été surstaffée parce que c'était la seule de nous 3 à faire du community management et ça reste la mission pour laquelle on est les plus sollicités. On a eu le même problème avec Samantha, qui est notre DA officielle, et qui montait sur tous nos sujets, parce qu'elle est très talentueuse, on aime bosser ensemble. Mais bon, au bout d'un moment, le temps dont on dispose, il n'est pas infini. Donc la problématique, c'était comment on trouve d'autres freelances de confiance, talentueux, avec qui on a envie de travailler, comment on se fait connaître auprès d'eux, comment on est attractif, et en parallèle, comment on communique auprès des agences et des marques sur ce qu'on a à proposer. Donc il nous manquait un support.
Et la seule certitude qu'on avait, c'était on ne veut pas créer une énième agence, on veut rester freelance, on tient à notre indépendance, on aime la flexibilité de nos emplois du temps, on aime choisir nos clients, voilà. Donc on n'avait pas le désir de se salarier, de créer une agence. Et donc le modèle du collectif s'est imposé à nous. On a décidé de créer Loukoum, un collectif de freelance agile et social. Donc on a utilisé le terme agile parce que pour chaque projet, on va monter une équipe de freelance sur mesure en fonction du budget, des besoins, des affinités, des disponibilités. Parce qu'on est à 100% des freelances. Donc on n'a aucune obligation de faire travailler une personne plutôt qu'une autre. On n'a pas des problématiques de rentabilisation d'employés qui vont devoir travailler sur un sujet alors qu'ils sont déjà sur 5 autres et qu'ils n'en ont pas forcément envie. Non, là, ce n'est pas un problème. Donc du coup, c'est plutôt travailler dans le plaisir parce que c'est des sujets qui nous plaisent, parce qu'on a choisi de monter dessus. Ça change tout, en fait. Donc, on a des profils en stratégie, en community management, en influence, en social ads, en la personne de Joseph, en production de contenu. Et donc, ça nous a permis de décrocher plusieurs clients réguliers ou des opportunités plus ponctuelles. Parmi les clients réguliers qu'on a pu récupérer, en lançant Loukoum, il y avait Doransu, qui est une marque de linge de lit qui vend exclusivement en ligne. Donc en fait, Louise a rencontré la chef de projet de l'agence Moche qui avait ce client lors d'une session de travail au Remix Coworking. Et donc voilà, ça s'est fait, elles ont échangé, Louise a proposé une stratégie qui a plu aux clients et ensuite elle leur a proposé une équipe avec Lisa de notre collectif au Community Management, Samantha à l'ADA, Geoffrey en CR, donc conception rédaction, Karine pour une stratégie d'influence par la suite, et Joseph qui nous a aidé à lancer la marque en social ads. Donc aujourd'hui, ça fonctionne pour nous parce que on le voit, on est contacté spontanément par des agences, des marques très régulièrement qui nous trouvent en fait en tapant social media dans LinkedIn, en voyant passer un post parce qu'on est plutôt active pour parler de ce qu'on fait. Et donc, pourquoi ça fonctionne selon nous ? En premier lieu, on pense quand même que le choix d'un positionnement axé social media fait toute la différence dans un paysage où on a beaucoup d'agences et d'acteurs qui font le choix d'être positionnés sur le digital au sens large. Et finalement, il y a tellement de métiers dans le digital que ce n'est pas forcément évident pour les clients de savoir avec qui ils ont besoin de travailler et pour quelles raisons. Et donc, nous, on est là, on a cette valeur ajoutée, on est là pour leur dire, vu votre objectif, en fait, vous pensiez que vous avez besoin d'un community manager. Nous, on vous recommande d'abord d'investir dans une stratégie, peut-être de revoir un peu la façon dont vous présentez vos produits, rhabiller un peu vos réseaux sociaux, etc. Donc on va faire un package global et puis on va leur dire on peut vous mettre un profil sur la strat, un profil sur le CM et un profil sur la DA pour avoir une identité en phase avec ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, si le budget est cohérent, ça roule. Il y a l'attrait de la nouveauté aussi, on n'est pas une agence, on est un collectif. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça suscite la curiosité. Donc, probablement que ça nous aide aussi à avoir des opportunités d'échanger. Et puis, en fait, comme on répond à un vrai besoin, ça marche. On a un support de communication qui est notre site internet, mais également, on a différents comptes sociaux, hein, évidemment. On est sur LinkedIn, sur Instagram, on a bien sur Twitter. On fait bien attention d'avoir les bons mots-clés pour qu'on nous trouve facilement par le plus grand des hasards, ce qui a l'air de fonctionner. Ensuite, on a des membres qui sont tous très investis, hein, pas uniquement les membres fondateurs, mais les membres qui ont été recrutés, avec qui on a tous plaisir à travailler. Donc, ils ont autant d'intérêt que nous à ce que le collectif il se développe pour avoir davantage d'opportunités. Parce que les freelances les plus talentueux ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de facilité à se marketer. Et enfin, un autre facteur clé de succès, ce serait la garantie qu'on amène aux personnes qui font appel à nos services, c'est que chacun des membres du collectif aura été recruté après avoir été testé et approuvé sur au moins un projet. Donc, c'est-à-dire on aura
pu vérifier que c'est une personne fiable, créative, avec qui il est agréable de travailler. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé il y a qu'un an, donc pour l'instant on n'est pas très nombreux, parce que ça prend du temps de tester les bons profils et qu'on n'a pas l'objectif d'être un annuaire. Il peut arriver également qu'on fasse travailler quelqu'un sur une mission pour laquelle on nous sollicite, alors qu'on ne l'avait pas encore testé, mais ce sera une personne qu'on nous aura recommandée et qui sera accompagnée par l'un des membres du collectif pour garantir une certaine qualité d'exécution. Donc si je fais mon bilan personnel aujourd'hui, donc j'ai doublé mon chiffre d'affaires depuis que j'ai fait mon dernier bilan et depuis que je travaille dans le cadre du collectif. Je n'ai pas augmenté mon temps de travail pour autant. J'ai juste réorganisé un peu ma façon de concevoir les choses. Donc, c'est-à-dire que mes clients réguliers, j'y consacre un peu moins de temps par semaine pour avoir plus de temps pour des missions rémunératrices plus ponctuelles, mais plus rémunératrices. Donc mon tarif jour, je l'ai augmenté pour qu'il corresponde un peu plus à ce qui se fait sur le marché à mon niveau. Et également à mes charges, puisque de auto-entrepreneur à SASU, il y a un certain palier de charges qui va avec. Et puis, ce dont je me rends compte, c'est que je n'ai pas prospecté depuis un certain temps, parce qu'on est souvent sollicité, et que en fait, toutes les personnes du collectif se retrouvent à régulièrement dire « je ne peux pas, j'ai trop de sujets en ce moment ». Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, Loukoum est un modèle possible de collectif parmi tant d'autres. Un modèle qu'on a commencé à tester il y a un an, donc il est encore en phase de test and learn. On progresse à notre rythme. Notre rythme, il est plutôt lent du fait des limites du modèle de collectif. En fait, le temps qu'on peut consacrer à le développer, on est tributaire du temps que chacun peut y consacrer, en fait, puisque ce n'est pas du temps qui est rémunéré, donc c'est au détriment de missions qui, elles, le sont. On n'est pas forcément tous disponibles en simultané pour avancer sur le développement du collectif. On a une taille critique qui est celle du nombre de personnes qu'on a intégrées et validées. Donc on ne peut pas forcément répondre à toutes les demandes au moment où elles arrivent. Et à l'heure actuelle, on n'a pas encore de structure. On a pour objectif de devenir une association en 2020. Pas une entreprise, comme certains autres collectifs ont décidé de devenir des entreprises et de recruter. Nous, on veut rester indépendant, freelance, le modèle d'association nous convient donc a priori très bien, parce que ça reste à taille humaine, c'est une vision très humaine de ce qu'on propose, et donc peut-être qu'on pourra faire un point l'an prochain pour vous dire ce que ça donne. Le problème de notre taille, qui fait qu'on a parfois des opportunités qui pourraient nous échapper, eh bien, on est en train de le solutionner avec une nouvelle conception de notre business model. On ne se rentabilise plus uniquement individuellement sur la façon dont on va pouvoir vendre nos prestations, mais également, on a pensé qu'on va mettre en place un système d'adhésion pour nos membres. Donc on va discuter avec les membres du collectif cette semaine pour en parler, pour voir quelle valeur ajoutée ils attendent de nous et ce qu'ils seraient prêts à payer pour participer à la trésorerie de l'association et financer le développement du collectif. On peut également financer l'association via un système d'apport d'affaires, puisque régulièrement on va faire travailler des freelances qui ne font pas partie du collectif. Et donc, comme le disait Joseph, c'est un super levier pour, malgré tout, rentabiliser nos réseaux respectifs et l'investissement qu'on fait pour faire rayonner le collectif qui apporte des opportunités à d'autres. Ensuite, on a le pendant du recrutement sur mesure, puisque souvent, quand on nous contacte pour un projet un peu spécifique, une fois, on a eu une demande sur un sujet BTP pour dans 2 semaines, une tournée. Le community manager devait partir en tournée tout le mois de juillet, donc c'était un peu chaud. Là, on n'a pas pu répondre, mais sur des besoins un peu moins last minute, on peut proposer un recrutement sur mesure d'un profil qui aurait toutes les qualités pour mener un sujet BTP ou autre. Voilà. Après, il y a le pendant formation qu'on pourrait développer, comme
comme l'a présenté Joseph, ou bien créer une marque média avec des contenus, podcasts, blogs dédiés, peut-être un observatoire des tendances sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, on ne se ferme aucune porte, on progresse à notre rythme. Et ce dont on est sûr tous aujourd'hui, c'est que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à sortir votre téléphone pour essayer de scanner ce QR code qui ne fonctionne pas et ensuite aller sur Instagram et suivre loukoum.co. Merci beaucoup.